Je n'ai jamais été un homme de la ville. La foule, le bruit incessant, cette impression oppressante d'avoir toujours quelqu'un trop près de soi, je ne me suis jamais senti complètement à l'aise dans cet environnement. Alors, lorsque j'ai eu l'opportunité de déménager dans un endroit plus paisible, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai trouvé une maison en périphérie de Villeneuve, un petit village où le temps semblait s'écouler à un rythme différent. Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était exactement ce que je cherchais. Spacieuse, entourée d'arbres imposants, préservée des regards indiscrets, cette maison avait tout ce dont j'avais besoin. Monsieur Gérard, le propriétaire, était un vieil homme bienveillant qui ne posa pas beaucoup de questions. Il se contenta de m'assurer que la propriété était en parfait état et qu'elle était restée inoccupée depuis des années. Pour moi, cela ne signifiait qu'une chose: tranquillité et intimité. Les premiers jours furent calmes, peut-être même trop calmes. Le jour, le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuillages composaient une atmosphère apaisante. Mais la nuit, le silence était absolu. Un silence si profond qu'il me faisait parfois me sentir terriblement seul. Aucun véhicule ne circulait sur la route voisine. Aucune lumière d'autres habitations n'était visible depuis mes fenêtres. Juste l'obscurité et les craquements du bois sous l'effet du froid nocturne. Un après-midi, après une longue journée de travail, je suis rentré plus tôt que d'habitude. J'ai décidé de profiter de l'occasion pour explorer les environs. Je me suis aventuré entre les arbres, savourant cette sensation d'isolement total. Mais au moment où je commençais à me détendre, quelque chose attira mon regard à travers la végétation. Au loin, partiellement dissimulée derrière des branchages, une structure se dessinait. Je ne parvenais pas à distinguer clairement de quoi il s'agissait, mais une chose était sûre, elle ne faisait ni partie de la maison, ni du paysage naturel. Elle paraissait trop ancienne pour être un simple abri de jardin et trop petite pour être une véritable habitation. Sur le moment, je n'y prêtais pas plus d'attention. Le soleil commençait à décliner et je n'avais aucune envie de jouer les explorateurs. Je fis donc demi-tour. Cependant, plus tard dans la soirée, alors que je préparais le dîner, cette image ne quittait pas mon esprit. Qu'était cet endroit? Pourquoi M. Gérard ne l'avait-il jamais mentionné en parlant du terrain? Une étrange inquiétude s'insinua en moi. Je pris mon téléphone et envoyai un message au propriétaire pour lui demander s'il y avait d'autres éléments sur la propriété dont je devais être informé. Ne m'attendant pas à une réponse immédiate, je posai mon téléphone et tentai de ne plus y penser. Mais la vérité, c'est que je n'y parvins pas. Cette nuit-là, mon sommeil fut agité. Et lorsque je me réveillai au matin et consultai mon téléphone, un frisson glacial me parcourut. Monsieur Gérard n'avait pas répondu. Et pour une raison que je ne pouvais expliquer, j'avais la certitude qu'il ne le ferait pas. Toute la journée au travail, j'essayais de me concentrer sur autre chose, mais mon esprit revenait sans cesse à cette vision de la structure cachée dans la forêt. Quelque chose clochait. Si elle faisait partie du terrain, pourquoi le propriétaire ne l'avait-il jamais mentionné? Et si elle appartenait à quelqu'un d'autre? Mais dans ce cas, qui voudrait vivre dans une cabane délabrée au milieu de nulle part? Lorsque je rentrai enfin chez moi, il était presque 16 heures. Je consultais mon téléphone dans l'espoir d'y trouver une réponse de M. Gérard, mais toujours rien. J'en avais assez d'attendre. Je mis une veste, attrapai une lampe torche au cas où la nuit tomberait avant mon retour, et me dirigeai à nouveau vers la forêt. Dès que je pénétrai sous le couvert des arbres, l'atmosphère me sembla différente. La veille encore, cet endroit m'avait paru paisible. À présent, il dégageait une impression oppressante, comme si quelque chose avait changé. Le craquement des feuilles sous mes pas me paraissait trop bruyant, et de temps à autre, un son indistinct résonnait dans le lointain, me faisant sursauter. Je ne voyais personne, mais l'étrange impression d'être observé ne me quittait pas. Et puis, je la revis. Cette fois, elle était plus proche, plus réelle. Il s'agissait d'une petite maison en bois, vieille et en piteux état,
Les murs étaient décolorés par le temps, la peinture s'écaillait et le toit semblait s'affaisser sous son propre poids. À première vue, il était évident que personne n'y avait habité depuis longtemps. Pourtant, ce n'était pas son abandon qui me troublait. C'était sa simple existence. Elle était là, sur mon terrain, et personne ne m'en avait jamais parlé. Je m'approchais prudemment, scrutant l'extérieur. Aucun signe récent de présence humaine, mais malgré tout, j'avais du mal à croire que cet endroit fût complètement désert. Je fis le tour de la bâtisse, cherchant à comprendre pourquoi elle était ici. À l'arrière, une porte branlante pendait à moitié sur ses gonds. Je m'arrêtai net devant elle, partagée entre l'envie d'entrer et celle de rebrousser chemin, comme si je n'avais jamais fait cette découverte. Une voix intérieure me soufflait que je ne devais pas franchir cette porte, que ce serait une erreur. Mais, et s'il y avait quelque chose à voir là-dedans? Et si Monsieur Gérard n'avait jamais évoqué cette maison parce qu'elle cachait un secret? Ma curiosité l'emporta. Je montai les 3 marches de la véranda délabrée et posai la main contre le mur de bois. Il était glacial, plus froid que ce qu'il aurait dû être par une journée comme celle-ci. Je pris une inspiration, poussai lentement la porte et fis un pas à l'intérieur. Et immédiatement, une odeur me frappa de plein fouet. C'était atroce, presque insoutenable. Un mélange de moisie, de chair en putréfaction et autre chose que je n'arrivais pas à identifier. À cet instant précis, je compris que j'avais commis une erreur en entrant. L'odeur était si épaisse que je dus plaquer ma manche contre mon nez. Elle était omniprésente, lourde, étouffante, comme si quelque chose se décomposait lentement dans l'ombre. Mes yeux mirent un moment à s'habituer à la pénombre. Il n'y avait que 2 fenêtres au rez-de-chaussée, toutes 2 condamnées par de vieilles planches. La seule source de lumière provenait de la porte entrebâillée derrière moi. Je fis quelques pas de plus. Le plancher grinça sous mon poids, comme s'il protestait contre ma présence. L'intérieur était pratiquement vide, à l'exception d'une table en bois au centre de la pièce, usée, couverte de poussière, marquée par d'étranges entailles. Sur les murs nus, de vieux clous rouillés témoignaient d'anciens cadres aujourd'hui disparus. Mon regard balaya la pièce. Il y avait une autre salle au fond, mais elle paraissait tout aussi vide. Puis, mes yeux s'arrêtèrent sur quelque chose qui me glaça le sang. Un escalier montant à l'étage, étroit, rongé par le temps. Mais ce qui me troubla le plus, c'était le fait que, à l'extérieur, je n'avais vu aucune fenêtre au second niveau. J'allumai la lampe torche de mon téléphone et pointai le faisceau vers les marches. Et là, je le vis. Une paroi de bois, lisse, solide, barrant complètement l'accès à l'étage. Mon cerveau eut du mal à comprendre. Comment pouvait-il y avoir un escalier qui ne menait nulle part? Quelque chose clochait. Je m'approchai lentement et effleurai la surface du bout des doigts. Froide, aussi glacée que les murs extérieurs. Et c'est alors que je l'entendis. Un bruit ténu, un souffle, quelque chose respirait. Mon corps entier se tendit. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais. Il y avait quelque chose derrière ce mur. Je retins mon souffle, essayant de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Peut-être le vent, un animal coincé sous le toit. Mais alors, avant même que je puisse reculer d'un pas, j'entendis un craquement. Il ne venait pas d'où je me trouvais, il venait d'au-dessus, un pas, puis un autre. Quelque chose bougeait et essayait de ne pas faire de bruit. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. C'est à cet instant précis que je compris que je n'étais pas seul. Je reculai, la lampe torche tremblant légèrement dans ma main. Il fallait que je sorte d'ici, tout de suite. Mais au moment où je fis un pas vers la porte, un bruit me cloua sur place. Quelqu'un venait de frapper contre le mur, de l'autre côté. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas essayé de comprendre. J'ai simplement réagi. Dès que ce bruit a résonné, j'ai pris mes jambes à mon cou. Mes pieds frappaient violemment le sol en bois, tandis que je me précipitais vers la sortie. La maison entière grinçait sous mon poids, comme si elle menaçait de s'effondrer sous chacun de mes pas. L'air glacé du soir me fouetta le visage dès que je franchis le seuil.
Instinctivement, je me retournais, m'attendant à voir quelque chose me poursuivre depuis l'intérieur. Mais la maison était toujours là, immobile, silencieuse. Un silence trop parfait. Un pressentiment grandissant me disait que je ne devais pas rester, que quoi que ce soit qui se cachait dans cette maison savait que j'avais été là. Je courus à travers les arbres, évitant les branches, sentant l'adrénaline brûler dans mes veines. Ce qui n'était auparavant qu'une simple forêt me paraissait maintenant être une prison. Un piège qui pouvait se refermer sur moi à tout instant si j'osais regarder en arrière. Quand enfin j'aperçus les contours de ma maison entre les troncs, j'accélérai encore. J'atteignis la porte, la claquai derrière moi et verrouillai le loquet sans hésitation. Mon souffle était erratique, mon cœur battait à tout rompre. J'étais en sécurité. Du moins, c'est ce que je croyais. Je restais debout dans le salon, fixant la fenêtre, les yeux rivés sur la direction de la maison abandonnée, espérant voir quelque chose bouger entre les arbres, mais il n'y avait rien. Un vide total. J'allumais toutes les lumières, cherchant à me rassurer. Je me répétais en boucle qu'il n'y avait rien, que tout cela n'était qu'un délire, que la maison n'était qu'une vieille bâtisse en ruine et que les bruits pouvaient être n'importe quoi. Mais une voix, au fond de moi, me murmurait que non. Je pris mon téléphone d'une main tremblante et vérifiai mes messages. Toujours aucune réponse de Monsieur Gérard. Quelque chose clochait. Pour la première fois, j'envisageais d'appeler la police. Mais que pourrais-je leur dire? Que j'avais découvert une maison en forêt et que je pensais que quelqu'un y vivait? Et si ce n'était rien? Et si mon imagination me jouait des tours? Je passais une main sur mon visage, frustré. Je devais dormir. Je tentais de ne plus y penser, bien que chaque bruit, chaque craquement du bois me faisait tressaillir. Je me forçais à aller me coucher tôt, convaincu que tout semblerait différent le lendemain. Mais en pleine nuit, un bruit me réveilla. Un coup. Un seul coup. Section résonnant dans l'obscurité. Ma respiration s'arrêta. Cela ne venait pas de l'intérieur. Cela venait de dehors, exactement dans la direction de la maison abandonnée. Et cette fois, ce n'était pas mon imagination. Je restais immobile, les battements de mon cœur résonnant jusque dans mes oreilles. Le coup était réel. Ce n'était ni le vent, ni un animal, ni un simple délire. Quelque chose ou quelqu'un était là. Je serrais les dents, m'obligeant à respirer lentement. Si je laissais la panique me gagner, je ne pourrais plus réfléchir correctement. Avec une extrême précaution, je me glissais hors du lit et m'approchais de la fenêtre. Collé contre le mur, je tentais de ne pas me faire voir depuis l'extérieur. Ma main tremblait lorsque je soulevais légèrement le rideau pour jeter un œil en direction de la maison abandonnée. Rien. Seulement les silhouettes sombres des arbres ondulant doucement sous le vent nocturne. Puis, un autre coup, plus fort, plus proche. Le froid se répandit dans mon corps. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Sans réfléchir davantage, je saisis mon téléphone et composai le numéro d'urgence. Police de Villeneuve, quelle est votre urgence? J'avalais ma salive, essayant de rassembler mes pensées. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Il y a quelqu'un sur ma propriété. Je crois qu'il est dans une maison abandonnée que j'ai trouvée aujourd'hui dans la forêt. L'opérateur hésita. Il me demanda mon adresse, si j'avais vu quelqu'un de mes propres yeux, si j'étais sûr que ce n'était pas simplement le vent. Je me mordis la lèvre, frustré. Comment expliquer tout ça sans passer pour un fou? Après plusieurs minutes, on me dit qu'une patrouille passerait jeter un coup d'œil. Rien de plus. Je raccrochais et restais assis au bord du lit, sans savoir quoi faire. Cette sensation d'être épié ne me quittait pas. Elle s'accrochait à moi, lourde, suffocante. L'attente me parut interminable. Quand enfin je vis les gyrophares bleus illuminer le sentier devant ma maison, je ressentis un soulagement immédiat. Je sortis pour accueillir les agents et leur expliquai ce qui s'était passé. Les deux policiers me jetèrent un regard impassible. Ils ne semblaient pas me prendre au sérieux. Malgré tout, ils allumèrent leurs lampes torches et se dirigèrent vers la maison abandonnée. Je restais en retrait, fixant l'obscurité.
cherchant le moindre mouvement entre les ombres. Je les vis entrer. Le silence s'étira, puis ils revinrent. « Il n'y a personne ici », déclara l'un d'eux. « Mais j'ai entendu du bruit, des coups. Il y a quelque chose dans cette maison, insistai-je. » Les policiers échangèrent un regard. Ils semblaient se demander s'ils devaient perdre davantage de temps avec moi. Finalement, l'un d'eux haussa les épaules. « Écoutez, on a fouillé tout l'intérieur. Il n'y a aucun signe de présence récente. »« Et le mur dans l'escalier ?» demandai-je, sentant un frisson remonter le long de mon dos. L'agent fronça les sourcils. « Quel mur ? Celui qui bloque l'accès au 2e étage. Je l'ai vu, il est là. » Un silence plana. Puis l'autre agent répondit d'un ton désinvolte. « Il n'y a pas de mur. L'étage est entièrement accessible. » Mon sang se glaça. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. Je restais figé, incapable de trouver quoi répondre. Une sensation de vide m'envahit, comme si mon estomac venait de se contracter d'un coup. Est-ce que les policiers me mentaient, ou est-ce que je l'avais imaginé? Non, impossible. J'avais vu ce mur. J'avais senti la froideur du bois sous mes doigts. J'avais entendu cette respiration. Ce n'était pas un délire. Les policiers ne montrèrent aucun intérêt supplémentaire. Ils échangèrent un dernier regard, me dirent qu'il n'y avait rien d'anormal et que je pouvais les rappeler si quelque chose se produisait de nouveau. Puis, ils montèrent dans leur voiture et disparurent, me laissant seul dans la nuit noire, avec plus de questions que de réponses. Je rentrais chez moi, mais je ne me sentais plus en sécurité. Je m'assis dans le salon, toutes les lumières allumées, incapable de me calmer. Et c'est alors que mon regard tomba sur mon téléphone. Don Gérard. Pourquoi n'avait-il jamais répondu à mon message? Je revis la conversation. Mon message demandant des informations sur la maison était toujours là, sans réponse. Je lui envoyais un autre message, plus direct cette fois. « Il faut que je te parle, c'est urgent. » Les minutes passèrent. Rien. Je l'appelais. Une première fois, une deuxième, une troisième. À chaque tentative, son téléphone basculait directement sur la messagerie vocale. Frustré, je décidai de chercher plus d'informations sur lui. Quelque chose dans toute cette histoire ne collait pas. Et si la police ne comptait pas me prendre au sérieux, alors je devais découvrir la vérité par moi-même. Je tapais son nom sur Internet. Rien de notable. Je cherchais l'adresse de la maison dans d'anciennes annonces de location. Rien de récent. Mais alors, je trouvais quelque chose. Un vieux forum immobilier mentionnait la propriété. C'était un fil de discussion datant de près de 5 ans. Un utilisateur parlait d'une maison en périphérie de Villeneuve, mise en location à plusieurs reprises, mais dont les locataires partaient toujours avant la fin du contrat. Certains ne restaient même pas un mois. Cet utilisateur expliquait qu'il avait essayé de contacter le propriétaire pour savoir pourquoi les locataires fuyaient si vite, mais qu'il n'avait jamais reçu de réponse. Exactement ce qui m'arrivait. Un frisson parcourut mon échine. Je continuais mes recherches, passant des heures à creuser chaque indice. Et plus j'en découvrais, plus la situation devenait inquiétante. D'anciens registres montraient que la propriété appartenait à un autre homme avant Don Gérard, quelqu'un nommé Édouard Montel. Je tapais son nom dans la barre de recherche. Ce que je trouvais me coupa le souffle. Édouard Montel avait disparu il y a plus de 15 ans. Et sa dernière adresse connue, c'était ma maison. Un frisson glacial me parcourut des pieds à la tête. Je n'aurais jamais dû venir ici. Et maintenant, je comprenais pourquoi Don Gérard n'avait jamais répondu. Parce que peut-être, il n'existait pas. Je ne dormis pas cette nuit-là. Impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce mur dans la maison abandonnée. Cette respiration derrière lui, et surtout, ce que j'avais découvert sur Édouard Montel. Était-il possible que quelque chose lui soit arrivé ici? Que sa disparition soit liée à cette chose, cet être qui vivait dans la maison? Je n'en savais rien, et sincèrement, je ne voulais plus le savoir. Le lendemain, je passais la journée en pilote automatique, évitant de trop réfléchir. Je ne partis pas travailler. Je restais à la maison,
décidé à commencer à emballer mes affaires. Si d'autres locataires avaient fui avant moi, je devais faire pareil avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, un message sur mon téléphone me sortit de mes pensées. C'était Samuel, un vieil ami du village. Il m'invitait à une petite fête dans une piscine abandonnée à la sortie de Montreuil. Je n'avais pas envie de sortir, mais à cet instant, tout était mieux que de rester ici. J'acceptais. Lorsque j'arrivais, la piscine était telle que je m'en souvenais. Une énorme cavité de béton vide, aux murs tachés par le temps, entourée d'une clôture en métal rouillé. Mes amis étaient là, riant, buvant, comme si rien ne pouvait troubler leur tranquillité. Pendant un instant, j'essayais de me convaincre que moi aussi, je pouvais oublier tout ça. On s'assit au fond de la piscine vide, parlant de tout et de rien, tentant d'échapper à la réalité. Mais cette sensation d'être observé ne me quitta pas un seul instant. Puis, on l'entendit. Un grincement métallique. Quelqu'un forçait la clôture. Tous, nous nous figeâmes. Personne d'autre n'aurait dû être ici. Le bruit se répéta. Plus fort cette fois. Samuel fut le premier à se lever. Je le suivis. Dans l'ombre, nous aperçûmes une silhouette se faufilant lentement vers les vestiaires de la piscine. Elle ne courait pas. Elle ne parlait pas. Elle marchait simplement jusqu'à l'une des portes et l'ouvrit. Le claquement du métal qui se referma résonna dans l'air. Personne ne parla, mais nous ressentions tous la même chose. Quelqu'un était là. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. On tenta d'agir avec calme. Peut-être un sans-abri cherchant un abri, peut-être rien du tout, mais l'atmosphère était lourde. Samuel brisa le silence. On s'en va. Personne ne protesta. On commença à ramasser nos affaires et à grimper hors de la piscine, aussi discrètement que possible. Mais alors qu'on atteignait la clôture, un de nos amis jura entre ses dents. « Merde, j'ai oublié mon téléphone là-bas. » Un silence pesant s'abattit sur nous. Nous savions ce que cela signifiait. Et le pire, c'est que j'étais le seul à accepter d'y retourner avec lui. Je ne voulais pas y retourner. Tout me criait que c'était une erreur. Mais je ne pouvais pas laisser Sébastien, notre ami qui avait oublié son téléphone, y retourner seul. On enjamba de nouveau la clôture, tentant de faire le moins de bruit possible. Le reste du groupe nous observait, silencieux, depuis l'autre côté. « On l'a laissé au fond, c'est ça ?» murmurai-je, avançant prudemment. Sébastien acquiesça et descendit l'échelle en métal. Moi, je restais en haut, les yeux fixés sur la porte des vestiaires où cet inconnu était entré. Quelque chose clochait, l'air était plus lourd. La température semblait avoir chuté d'un coup. « C'est bon, je l'ai, on y va !» souffla Sébastien, levant son téléphone. Mais avant qu'il ne puisse remonter, un bruit, un son rude, glissant. Quelqu'un se déplaçait. Je tournai brusquement la tête et je le vis, une silhouette sombre, recroquevillée au fond de la piscine. Puis, elle se redressa. L'homme était maigre, aux cheveux hirsutes et à la barbe crasseuse. Ses vêtements étaient déchirés, mais ce qui me glaça le sang, c'était sa peau, grise, comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Et le pire, il nous regardait fixement. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas, parce qu'à cet instant, il se mit à courir vers nous. « Cours !» hurlai-je, agrippant Sébastien par le bras. Il réagit à peine. On remonta l'échelle à toute vitesse, nos poursuivants se rapprochant. Nos amis crièrent en nous voyant surgir en panique. On bondit par-dessus la clôture, on chuta sur le sol, mais on se releva immédiatement, courant sans jamais regarder en arrière. Un fracas de verre brisé explosa derrière nous, puis un cri guttural inhumain. Mais on ne s'arrêta pas. On ne ralentit qu'une fois arrivé dans la rue, à plusieurs pâtés de maisons de là. Ce n'est qu'à cet instant qu'on osa regarder derrière nous. Rien. Seulement la piscine abandonnée, engloutie par l'obscurité. Personne n'osa parler. Puis, dans un murmure tremblant, Sébastien prononça les mots qui me hantent encore aujourd'hui. Ce type, il nous attendait. Après cette nuit à la piscine, je me promis de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. Mais certaines promesses se brisent d'elles-mêmes.
Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Marc, un ami d'enfance vivant à Aumont, une zone montagneuse en périphérie de Villeneuve. Sa voix était différente, plus tendue que d'habitude. « J'ai besoin que tu viennes voir quelque chose avec moi. » Quand je lui demandais de quoi il s'agissait, il marqua une pause avant de répondre. « J'ai trouvé un tunnel dans la forêt, et je ne veux pas l'explorer seul. En temps normal, j'aurais refusé immédiatement. Après la maison, après la piscine, après tout. Mais quelque chose dans la voix de Marc me fit hésiter. Il n'était pas du genre à s'effrayer facilement. Alors j'acceptais. Nous nous retrouvâmes chez lui en fin d'après-midi. De là, nous suivîmes un sentier improvisé à travers les arbres. Marc marchait en silence, et plus nous nous enfoncions dans la montagne, plus je me sentais mal à l'aise. Après une vingtaine de minutes, je le vis. Un tunnel étroit, dont l'entrée était soutenue par d'anciennes poutres de bois. Impossible de dire depuis combien de temps il était là. « Je l'ai trouvé hier », dit Marc en allumant sa lampe torche. « Mais je ne suis pas entré. Quelque chose me disait que je ne devais pas le faire seul. Je ne répondis pas. Je me contentais de fixer le tunnel, ressentant le même frisson glacé que devant la maison abandonnée. Mais, comme avant, je fis un pas en avant. L'intérieur était froid et obscur. Nos pas résonnaient contre la pierre, l'écho amplifiant chaque mouvement. Nous avancions prudemment, éclairés uniquement par la lumière de nos lampes. Puis, après quelques mètres, nous vîmes quelque chose. Des déchets, des sacs de nourriture vides, des bouteilles d'eau, et le pire, ils n'étaient pas couverts de poussière. « Quelqu'un est venu ici », murmura Marc. Un sueur froide me parcourut l'échine. Avant même que je puisse répondre, Marc s'arrêta net, et moi aussi, parce que quelque chose bougeait dans l'obscurité. Nous ne le vîmes pas tout de suite, mais nous l'entendîmes, un son humide, rugueux, comme si quelqu'un mâchait, très lentement. Marc leva sa lampe torche. Le faisceau balaya le mur, puis le sol, jusqu'à le révéler. Un homme, Numbert. Il était accroupi, la tête penchée sur quelque chose qu'il tenait entre ses mains. Quelque chose de petit. La lumière l'interrompit. Il leva lentement la tête. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. Sa peau, collée à son crâne. Sa bouche, couverte de quelque chose de sombre. Du sang. Et à cet instant, je compris ce qu'il était en train de manger. Marc murmura, « Un d'eux, cours !» Nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons pas discuté, nous avons couru, nous avons fait demi-tour et nous sommes précipités vers la sortie, trébuchant sur le sol irrégulier, sentant l'adrénaline exploser dans nos veines. Derrière nous, un bruit. D'abord un simple craquement, puis des pas, rapides, de plus en plus proches. « Ne te retourne pas !» hurla Marc. Mais moi, je l'avais déjà fait, et je l'ai vu. L'homme, ou plutôt, ce qu'il était devenu. Il se tenait debout, son corps émacié, baigné par la lumière vacillante de nos lampes. Sa bouche était grande ouverte, déformée, les lèvres fendues, laissant apparaître des dents noires et acérées. Et il courait vers nous. Un terreur indescriptible s'empara de moi. Ce n'était pas humain, ça ne pouvait pas l'être. J'aperçus l'entrée du tunnel à quelques mètres. Je savais que si je tombais, je ne me relèverais pas à temps. L'air glacial de la nuit me fouetta le visage quand nous émergions enfin à l'extérieur. Nous dégringolâmes la pente, évitant branches et pierres, nos pieds glissant dans la terre humide. Puis, plus rien. Nous nous arrêtâmes, haletants, nos cœurs battant à un rythme frénétique. Nous attendîmes, écoutant. Mais il n'y avait que le silence. Nous nous regardâmes, incapables de parler. Nous savions ce que nous avions vu, mais nous ne savions pas ce que c'était. Finalement, Marc brisa le silence. Sa voix tremblait. « On n'y retourne pas. » Je hochai la tête. Inutile d'en discuter. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Mon esprit était obsédé par ce tunnel. Cette maison, cette piscine, par cette présence, par cette sensation d'être observé. Alors, j'ai pris une décision. Je devais partir. J'ai envoyé un dernier message à Don Gérard, même si je savais qu'il ne répondrait pas.
Je pars. Je ne veux plus rien savoir de cette maison. J'ai pris le strict nécessaire, monté en voiture et quitté ce maudit endroit sans me retourner. Peu m'importait de perdre de l'argent. Peu m'importait de briser le contrat. Je voulais juste être aussi loin que possible. Mais voici le pire. Voici ce qui m'empêche de dormir chaque nuit. Un mois plus tard, j'ai voulu chercher plus d'informations sur Édouard Montel. Je voulais comprendre. Et j'ai trouvé quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Un vieil article, de plus 15 ans, parlant d'un autre homme qui avait loué la maison avant Édouard. Et ce qui était écrit était exactement ce qui m'était arrivé. Les bruits dans la maison, la présence dans l'escalier, la disparition du propriétaire, tout. Je refermais brutalement mon ordinateur, parce que si cet homme avait vécu la même chose que moi, si Édouard Montel avait vécu la même chose que moi, où était-il maintenant? Parce que moi j'avais réussi à fuir, mais eux, non.